Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée de musique et de chant. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Madame Lucie Pessé. Madame Marion Lyotard et Monsieur Jean-Christophe Borne. En fait, ce soir, nous avons deux programmations qui se télescopent, les Mardis du Matrimoine et les 100 ans de l'Opéra. Donc nous avons voulu rendre hommage aux chanteuses, aux artistes féminines. Voilà, et nous vous remercions de votre présence. Bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur les divas divettes dans le cadre des Mardis du Matrimoine et dans le cadre des 100 ans de l'Opéra. Le 13 novembre 1919, lors d'une répétition de l'opéra à l'Africaine, un incendie ravage l'intérieur de l'édifice, n'épargnant que l'extérieur du bâtiment, soit les murs, la colonnade et le péristyle. 5 ans ont dû passer pour que le projet de reconstruction voie le jour. Le fait d'être un patrimoine public, le besoin de réunir les volontés politiques ainsi que la dynamique et les délais propres à l'administration publique ont certainement tardé cette réouverture. Une brève comparaison avec un événement similaire nous permet d'illustrer cette affirmation lors d'un concert au théâtre de l'Alcazar. Dans la nuit du 5 juin 1873, un incendie dévasta la salle de spectacle. Sa nouvelle inauguration eut lieu à seulement 4 mois des travaux de reconstruction. Donc quand on veut, on peut. C'est pour ça que le maire de Marseille, Flessières, en 1920, décide, avec l'accord du conseil municipal, de reconstruire enfin le Grand Théâtre. Le chantier de reconstruction est placé sous la direction de Gaston Castel et Henri Hébrard. Et c'est à un collectif d'artistes qu'est confiée sa décoration intérieure, Bourdelle et Sartorio pour les sculptures, Henri de Groux, Richebé, Louis Audibert, Mathieu Verdillan, Augustin Carrera, Jean Julien pour les peintures. Les architectes proposent d'en faire une œuvre d'art totale, œuvre d'art art déco. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur YouTube, sur la chaîne du Musée d'Histoire, la conférence par Emmanuel Laugier, responsable des collections contemporaines du Musée d'Histoire de Marseille, sur sa conférence sur vraiment l'histoire du théâtre, son architecture et ses peintures. C'est formidable, c'est sur YouTube, vous pouvez cliquer, on se régale. Durant ces quelques années, les spectacles d'opéra se produisent dans différents théâtres de la ville. On a le Variété Casino, le Théâtre du Gymnase ou encore l'Alcazar, où avaient lieu des projections d'opéra filmées, accompagnées en live par des chanteurs réputés. Bien avant le Met, à Marseille, on était en avance. Le 19 février 1924, le maire de Marseille, Flessières donc, nomme messieurs Raoul Audier et Maurice Durand co-directeur du nouvel opéra municipal de Marseille pour 3 saisons consécutives, de 1924 à 1927. À l'été 1924, les travaux sont pratiquement finis. Pendant que les échafaudages du nouvel opéra sont démontés, on se presse au théâtre Sylvain, sur la Corniche, pour écouter Rigoletto, avec la diva Mercedes Capsir, d'origine catalane. Et surtout, tout le monde parle d'un Lacmé, chanté par une jeune soprano dont tout le Marseille parle. Il s'agit de Lucie Bertrand. Remarquée à l'Opéra d'Alger, où elle triomphe entre 1920-1923, elle est invitée à se produire à Marseille pour une série de représentations de l'opéra Lacmé. Et c'est un triomphe. Une nouvelle star vient de naître dans le cœur des mélomanes marseillais et la direction de l'Opéra de Marseille l'engage sur le champ pour sa nouvelle saison. L'étoile de l'art lyrique de son temps, aujourd'hui oubliée, Lucie Bertrand devra au public marseillais sa carrière internationale
qui la conduisit à interpréter sur les plus grandes scènes d'opéra du monde les plus belles héroïnes du répertoire lyrique. Elle fut une des enfants chéris du public marseillais, car il y en eut beaucoup d'autres depuis 1924. Par exemple, Mady Mesplé, autre grand nom de l'opéra qui, en 1962, grâce à ce rôle-titre de Lakmé, devait sa carrière internationale après avoir débuté à l'Opéra de Marseille. Nous vous proposons d'écouter Lucille Pesset chanter l'air « Pourquoi dans les grands bois ?» extrait de l'opéra Lakmé de Léo Delibes. Elle est accompagnée au piano par Marion Liotard. L'Opéra municipal de Marseille ouvre enfin ses portes le 3 décembre 1924. Voilà comment se passa la soirée d'inauguration du 3 décembre 1924. La salle compte environ 1800 places et offre une visibilité totale où que l'on soit placé. Pour l'époque, c'est révolutionnaire. La soirée inaugurale fut destinée spécialement tant aux ouvriers ayant participé à la reconstruction qu'à la population de la ville. Pour mener à bien cette intention, le conseil municipal décida à l'unanimité de faire un tirage au sort, effectué à partir des numéros figurant sur les listes électorales. Les personnes désignées pouvaient assister au spectacle accompagnées d'un membre de leur famille. La soirée a été marquée par la présence d'une forte identité marseillaise, voire régionale. En effet, après avoir chanté la Marseillaise et l'Arlésienne, les citoyens sélectionnés ont pu profiter de l'opéra Sigurd, créé en 1884, création du compositeur marseillais Ernest Reillet, interprété par Guy
Cazenave, ténor de l'Opéra de Paris, venu tout spécialement. Inspiré par la chanson des Nibelungen, Sigurd ou Siegfried en langue scandinave, cet ouvrage fut entrepris avant la création de la trilogie de Richard Wagner. Nous vous proposons maintenant d'entendre un court extrait de Sigurd de Reyer, Le bruit des champs, chanté par moi-même, Jean-Christophe Borne, et accompagné par Marion Liotard au piano. Le bruit des champs s'éteint dans la forêt immense. Sous les tilleuls sacrés, tout est ombre et silence, et je me sens au cœur l'audace d'un héros. Pourquoi tarder que le combat commence? Au cœur de ces bois noirs éveille les échos. Non, si ma force et mon courage succombent dans l'effort, si la mort m'attend dans cette île sauvage, esprit gardien de ces lieux vénérés, sachez quel nom redit par votre bouche m'éveillera sur ma funèbre couche. Mais que proposait l'Opéra de Marseille pour sa nouvelle saison en 1924? Voilà une question intéressante. Surtout si on veut la comparer à aujourd'hui. Nous avions Werther, Carmen, La Traviata, Le Barbier de Séville, Guillaume Tell, Thaïs, La Juive, Cavalleria Rusticana, Paillasse, Samson Dalila, Lohengrin, Le Roi 10
Les ballets russes placés sous la direction de Diaghilev, oui. Des créations, Le Gardien du compositeur marseillais Molinetti, Les Jardins du Paradis d'Alfred Bruno, les ballets chinois de Xiangxin de Georges Huck, Les Plus Fortes de Xavier Leroux, La Mauviette de Paul Gaultier, Stamboul de Trémiseau, La Nuit provençale de Robert Laloux, Marouf, Savetier du Caire d'Henri Rabault. Il y avait du travail pour les artistes à l'époque. Raoul Audier et Maurice Durand ont fait de leur mieux pour donner à la première scène de Marseille tout l'éclat qu'elle mérite. Le public marseillais n'aura ainsi rien à envier à aucune autre scène de province ou de la capitale. Pour cette nouvelle saison, tous les rôles de première soprano sont confiés évidemment à Lucie Bertrand. Le public marseillais en est fou. En avril 1925, on présente une toute nouvelle production, Marouf, Savetier du Caire d'Henri Rabault. C'est le baryton Ponzio qui interprète le rôle-titre de Marouf. Et Lucie Bertrand tient celui de l'éblouissante princesse des Mille et une nuits. Opéra comique en 5 actes, livret de Lucien Nepotti. L'histoire est la suivante. Fuyant une épouse acariâtre et aux 1000 autres dangers, un modeste savetier du Caire, Marouf, est sauvé par son culot ainsi que par l'amour que lui porte la fille du sultan. Nous allons maintenant vous donner À travers le désert, toujours accompagné par Marion Liotard et moi-même pour le rôle de Marouf. À travers le désert, 1000 chameaux chargés d'étoffes marchent sous le bâton de mes caravaniers. Des paniers sont remplis d'argent et de joyaux, des caisses pleines de poignards et de sabres damasquinés. 1400 mulets avec leurs muletiers portent les diamants, les rubis, les saphirs. Et même à Malik, beaux comme des lunes, sont au nombre de 1000, montés sur des chevaux superbes, couverts d'armes étincelantes, ils escortent ma caravane et la protègent des bédouins. Ô sultan de
En octobre 1925, Lucie Bertrand chante le rôle de Rosina dans Le Barbier. Sa voix, sa musicalité et son jeu de comédienne électrisent le public marseillais. On la qualifie dans la presse de délicate, de tantôt brillante, délicieuse, exceptionnelle, exquise et même de divine. Lucile Pesset nous rappelle la fameuse espièglerie de Rosine dans cet air célèbre « Una voce poco fa », extrait du Barbier de Séville de Rossini et accompagné par Marion Liotard. Prima di cedere, farò giocare, farò
Mady Mesplé, marchant sur les pas de Lucie Bertrand, interprétera aussi Rosine du Barbier de Séville à l'Opéra de Marseille en décembre 1968. L'Opéra de Marseille, pour cette saison 1924-1925, est donc lancé, avec succès. Mais intéressons-nous au sujet de cette conférence. D'où vient finalement cette fascination qu'exercent les chanteuses lyriques sur le public qui les qualifie volontiers de diva? Une diva est un mot latin qui désigne déesse. Il a souvent été utilisé pour désigner une femme célèbre au talent exceptionnel dans le monde de l'opéra. Le mot était utilisé à l'origine pour les grandes chanteuses d'opéra, presque toujours soprano, possédant un magnétisme sur scène hors du commun. Les caractéristiques techniques sont généralement une voix puissante et bien projetée. Le timbre d'une diva est soit d'une grande beauté, soit fascinant et très expressif. Son répertoire de prédilection est le bel canto romantique italien. Diva peut aussi désigner une personne, en particulier dans le monde du spectacle, qui a la réputation d'être capricieuse ou exigeante. Le terme diva est parfois associé à une connotation négative, au sens d'orgueil, lorsque des personnes, en raison d'une notoriété particulière, font savoir à leur entourage qu'elles sont ou sont supposées être à l'écart en se montrant inaccessibles. Déjà, dès la fin du XIXe siècle, diva s'était francisé, s'appliquant également aux grandes actrices comme Sarah Bernhardt, surnommée la divine. Il est intéressant de noter que le terme diva ne trouve pas d'équivalent masculin réellement adapté, le divo. Il y a les divos qui font un succès en Italie, 3 garçons. Mais... Cela reflète une perception culturelle où la notion de diva est liée à un idéal féminin, d'élégance, d'exigence et de fascination. Ah, voilà ma display. Ah. Maria Callas s'imposa comme la diva assoluta. Sa voix très puissante, d'une tessiture hors du commun, et son jeu scénique d'une grande intensité. Elle fut l'une des plus grandes sopranos de tous les temps. Avec une voix captivante et une interprétation théâtrale inégalée, elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'opéra. Elle était connue pour sa capacité à exprimer une large gamme d'émotions à travers son chant et à captiver son public. Elle n'est jamais venue à Marseille. En revanche, une autre diva légendaire a foulé les planches de la scène de l'Opéra de Marseille dans le célèbre Norma. C'était en 1974. Avez-vous des idées? L'opéra a été mis en scène par Jacques Carpeau. Montserrat Caballé, bien sûr. Alors, écoutons ici le célèbre Casta Diva de Norma de Bellini, chanté par Lucille Pesset, accompagnée par Marion Liotard.
Quelle chance on a, une diva en chair et en os. Les divas légendaires de l'opéra ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'art lyrique. Rendons, si vous le voulez bien, un hommage à quelques-unes des plus remarquables divas qui se sont succédées sur la scène de notre opéra. Tout d'abord, Adelina Patti, qui en 1866 est venue dans Lucia di Lammermoor et dans Rosina.
Nellie Melba, australienne, qui donnera une représentation exceptionnelle d'Hamlet d'Ambroise Thomas en 1890. Jory Bowe, célèbre Mireille. Victoria de Los Angeles, qui fut une Marguerite extraordinaire. Régine Crespin, encore. Tosca, inoubliable. Quel pouvoir, hein. Mais alors, les divettes, dans tout ça, alors ça, ce sont des images du photographe Bonfort, et ce sont des artistes qui se sont présentés sur la scène de notre Alcazar. Alors, divette, vous m'entendez toujours, oui, j'ai l'impression, est un nom féminin de l'italien divetta, diminutif de divette, petite diva, chanteuse de renom, d'opérette, de café-concert ou de music-hall.
le terme de divette existe depuis 1877. La divette appartient à l'opérette, comme la diva à l'opéra. C'est Mozart qui a utilisé le premier le terme opérette pour se moquer des petites œuvres de certains compositeurs de son époque. Pourtant, le terme opérette, contrairement à la connotation réductrice ou péjorative qu'apporte le suffixe et, désigne un genre à part entière, tout aussi riche et appréciable que l'opéra. L'opérette est une composition dramatique dont l'action est gaie et qui alterne des parties chantées et des parties théâtralisées. Ce qui la différencie de l'opéra, ce sont les parties parlées. L'opérette n'est nullement une descendante de l'opéra. Les deux genres sont en fait bien distincts, car l'opérette hérite de toute une tradition populaire, celle des foires parisiennes et des vaudevilles. C'est finalement contre l'éclectisme et le sérieux des grands opéras qu'elle s'est construite au XIXe siècle, et en aucun cas dans une tentative désespérée d'imitation. Elle est dès sa naissance destinée à un public dit populaire et dans un contexte bien précis, celui du contournement de la censure et du rejet des spectacles bourgeois. À la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, l'opérette est devenue une distraction de choix. Devenue le rendez-vous incontournable des riches voyageurs du monde entier venus s'y divertir, on y vient pour admirer les reines de l'opérette connues sous le nom de divettes. Courtisées pour leur beauté, mais aussi pour leur voix de premier ordre. Une bonne artiste d'opérette doit pouvoir dire un texte en comédienne, négocier les passages du parler au chanté. C'est pour l'artiste un défi qui donne une difficulté supplémentaire au genre opérette. C'est un art dit complet du chant, du théâtre et parfois même de la danse. Mais où pouvait-on voir des divettes à Marseille ? Eh oui, à l'Alcazar, bien sûr, entre autres, mais il y avait d'autres théâtres. Mais à l'Alcazar, il y avait beaucoup de divettes. Je vous invite à aller voir la conférence de Michel Delage du Comité du Vieux-Marseille, qui est en ligne sur YouTube aussi, qui parle de l'histoire de l'Alcazar, plus précisément. Donc nous n'allons pas rentrer dans ce détail, mais si l'histoire de l'Alcazar vous intéresse, cette conférence est pour vous. Donc l'Alcazar de Marseille, les revues marseillaises étaient une spécialité. Ce temple du music-hall marseillais avait une identité typiquement marseillaise. Les opérettes marseillaises faisaient la joie des Marseillais. On accourait en nombre pour y applaudir les divettes Suzanne Chevalier, Mireille Ponsard, Gaby Sims, Jenny Elia, Germaine Roger ou encore la divette André Turcy, chanteuse réaliste originaire de Toulon, qui faisait les beaux jours de la revue marseillaise. En effet, Marseille est l'unique ville de France à avoir donné son nom à un style de musique, en dehors de notre hymne national. Je vous propose de chanter la chanson du cabanon, créée par André Turcy, musique de Via Cava et paroles de Marc Cab. Je suis accompagné par Marion Lyotard. J'ai quitté pour Paris, mon pays, mon midi. J'avais le cœur rempli d'espérance. On m'avait dit, tu verras, que tu contempleras des merveilles que nous n'avons pas. Souvent je pense à ces splendeurs, mais la Provence manque à mon cœur. Je n'ai plus mon cabanon, tout blanc parmi les roches rouges, la calanque ou les bateaux rouges, et le soleil qui est compagnon. Que c'était joli le dimanche d'aller passer une heure ou deux,
quelque part là-bas sous les branches, bercé par le bruit des flots bleus, sous les grands pins, filles, garçons, venaient se dire des folies. La vie paraissait plus jolie, je l'aimais tant, mon cabanon. Mais je pense, malgré moi, qu'un jour, sans trop d'émoi, je pourrais quitter la capitale, revoir mon pays natal, mon beau ciel provençal. De mon cœur, c'est le seul idéal. Joie sans égale, redire enfin, chanter cigale sous les grands pins. Il est là mon cabanon, tout blanc parmi les roches rouges, la calanque, les bateaux bougent, et le soleil est compagnon. Lorsque reviendront les vacances et que je pourrai sans façon au chauffeur dire quelle chance, ces simples mots et gare de Lyon, je me croirai près de Toulon et je crierai plein d'allégresse, préparez donc la bouillabaisse, j'ai retrouvé mon cabanon. L'Alcazar de Marseille, c'est bien sûr Alibert, Gorlette, Rélis, mais c'est sans compter sur Germaine Roger, née Victoria Calix Bousquet, née à Marseille. Pierre Échinard nous raconte qu'elle s'est fait connaître en remportant en 1929 un concours de beauté dans sa ville de naissance. C'est vrai, hein? Quel charme! Chanteuse d'opéra et directrice de théâtre, elle sera l'une des 2 chanteuses marseillaises à se disputer la couronne de reine de l'opérette à Paris. Elle succède à son époux décédé à la direction du théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris. Encore une très belle carrière remplie avec de nombreux rôles à son répertoire, tant lyrique que cinématographique, car sa carrière cinématographique fut importante. Elle jouera notamment dans un film, de la Canebière, mis en scène par René Pujol en 1937 avec Alibert, et elle sera l'incomparable Francine. Pour vous, mesdames et messieurs, nous vous proposons d'entendre maintenant un petit clin d'œil à l'opérette marseillaise avec le plus beau tango du monde, suivi du Petit Cabanon de Vincent Scotto et paroles de René Sarville.
la ronde, mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir m'a poursuivi jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. La plus beau de tous les tambours du monde, c'est celui que j'ai lancé dans le Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Cela n'est pas un défaut, car il faut ce qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il ne m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si la blague sur son toit accroche. Son pavillon joyeux qui claque dans notre ciel bleu. À l'intérieur une table et c'est tout. Oui mais sur cette table il y faudra surtout un aïoli odorant et cordial. On se régalera le courbant provençal. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur tellement bon c'était tout petit cabanon. C'est d'un mot ton cabanon, mon souffle cupidon, mais il sera plus joyeux lorsque vous serez deux. Cela est mon vif plaisir si vous voulez venir. Il y a un château si nous y chantons en duo. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sous son toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit deux cœurs enlacés. À l'intérieur une chambre c'est tout, oui mais sur cette chambre il faudra surtout un de deux lits. Sur cet oreiller il faut des amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche, le bonheur tellement bon c'était tout petit cabanon. Ça vous a fait plaisir, on dirait? C'est bien. Celle qui créa le rôle de Francine, en s'y faisant connaître, dans Un de la Canebière, ce fut Mireille Ponsard. Chanteuse et comédienne, cette divette marseillaise débute dans notre ville à l'âge de 16 ans, dans le répertoire de la chanson, avant d'être remarquée par Maurice Chevalier. Paris l'accueille, mais évidemment avec l'accent, ça va de soi. Elle le déclame et elle le proclame même. Elle se marie avec le producteur et auteur Émile Audifred, qui lui fera des opérettes marseillaises sur mesure, comme Ma Belle Marseillaise, création à l'Alcazar de Marseille en 1938. Cette belle artiste refuse de jouer à Paris durant l'occupation et part en tournée en province. Elle reviendra triomphante dans notre ville et sera la première interprète de Fanny de Marcel Pagnol à l'Alcazar de Marseille. Comment ne pas faire le lien entre Alcazar et l'Opéra de Marseille à travers l'œuvre de Pagnol? La tragédie de la divette se mêle aux sanglots de la diva. C'est beau, hein? Je vous le redis. La tragédie de la divette se mêle aux sanglots de la diva. Nous vous proposons de faire un bond dans le temps et d'entendre un extrait de Marius et Fanny de Vladimir Cosma, dont le rôle-titre a été créé à l'Opéra de Marseille en 2007 par la diva Giorgiou, connue pour être très diva, Lucille Pesset et Marion Lyotard, s'il vous plaît.
Magnifique. Les divas chantent à l'opéra, les divettes chantent au music-hall, à l'opérette. C'est simple. Pourtant, la différence est parfois n'est pas si évidente. Et les choses se compliquent, car il arrive que des divas deviennent des divettes et des divettes deviennent des divas. Grande dame du chant, Régine Crespin est née à Marseille. Nous n'allons pas revenir sur sa carrière incroyable qu'il a menée sur les plus grandes scènes du monde. À Marseille, les plus chanceux d'entre nous ont peut-être pu l'entendre dans Hérodiade, Faust, Le Chevalier à la Rose, Tosca, Lohengrin, La Gioconda. Y en a-t-il dans la salle ? La dernière fois qu'elle est venue à Marseille, c'est en 1988, dans le Dialogue des Carmélites, où elle a interprété le rôle de la mère prieure. Il est bien évidemment impossible pour nous de tenter de l'imiter dans une de ses grands rôles. C'est pourquoi nous aimerions lui rendre hommage avec l'une des mélodies qu'il a rendues célèbres, Le Spectre à la Rose, chanté par Lucille Pesset, accompagnée par Marion Liotard.
Nous sommes à la sortie de la guerre et l'opérette connaît un nouveau souffle. En 1945, grâce à Francis Lopez, Luis Mariano et leur Belle de Cadix. Les trois grands théâtres de l'opérette à Paris sont le Châtelet, la Gaîté Lyrique et le Théâtre Mogador, dont d'ailleurs les vedettes sont Paulette Merval et Alain et Marcel Mermerquès. Pouf. L'Opéra de Marseille, n'échappant pas à cette mode, voit à partir des années 1949 des divettes qui tentent de faire leur entrée sur la prestigieuse scène. Ce n'est pas facile, car même si la mode est là, ce genre n'est pas pris au sérieux par les véritables amateurs d'opéra. Ainsi, ils sont programmés entre 49 et 61 seulement 3 ouvrages d'opérette. Princesse Zardas, Les Cloches de Corneville et La Mascotte.
En 1961, le répertoire s'élargit un peu et c'est l'entrée de Monsieur Beaucaire d'André Messager, chanté par Jacques Janssen avec Paulette Chalanda en Lady Mary. Puis ce sera Véronique, toujours de Messager, et dans le rôle titre, Nicole Broissin. Et la Veuve Joyeuse, dans le rôle de Danilo, toujours Jacques Janssen, et dans celui de Missia, Claude Carrel. Alors, autant vous dire que ces divettes devenues divas sont oubliées. Hein. Mais on trouve quand même quelques cartes sur Internet qui se rappellent leur mémoire. Cependant, les années 60 marquent la fin à Paris de ce vedettariat qui attirait les foules. La mode des yéyés, dont les rythmes supplantent la mélodie, enchantent la jeunesse, qui danse inlassablement sur des musiques venues des États-Unis. Toujours eux. Hein. L'opérette commence alors sa descente, son déclin, s'amorce dans les années 60-70, et l'on voit apparaître avec un certain mépris pour cette musique dite légère. L'opérette marque une nouvelle crise. Voilà. En 1966, l'Alcazar ferme définitivement ses portes. Les divettes n'ont plus de théâtre. Dans les années 1970, Paulette Merval et Merkes, le couple star de l'opérette, sera invité à 2 reprises quand même sur la scène de l'Opéra de Marseille pour Vienne chante et danse de Strauss et Violettes impériales en 1973. Nous vous proposons d'écouter une sélection de certains extraits du couple légendaire de Merkes-Merval avec un extrait de Monsieur Beaucaire, de Véronique et de la Veuve Joyeuse. Au jardin où les fleurs sont écloses, n'existe pour moi qu'une rose entre toutes les roses, fière et sans émoi, le destin au hasard cueille en gerbe les fleurs d'alentour, mais ma rose adorable et superbe, seule attend l'amour. Oh, rose merveilleux butin, ton charme est sans pareil. Oh, rose dans le frais matin, ouvrant ton cœur vermeil, tu m'as paru par un clair avril, depuis qu'importe épreuve au péril, à force d'amour, peut-être un jour. Oh, rose fleur d'amour. Sa beauté tient mon âme asservie. S'il faut, je suis prêt. Fleur de pourpre et d'orgueil pour ma vie. À toi sans regret. Prends mon sang, tout mon sang, goutte à goutte. Oh, ma rouge fleur, je mourrais trop heureux s'il ajoute du rouge à ton cœur. Oh, rose merveilleux butin, ton charme est sans pareil. Oh, rose dans le frais matin, ouvrant ton cœur vermeil, tu m'as paru par un clair
depuis qu'importe épreuve ou péril, à force d'amour, peut-être un jour, ô rose, fleur d'amour. Âme méchante, vous voulez rire, N'est-ce pas le meilleur parti? vous riez quand moi je soupire. Soupirer, c'est très gentil. Ça, c'est gentil. Croyez-moi, je vous en conjure, prenez pitié de mon Ce tourment. soir, votre futur, n'en direz-vous pas tout autant? Ma future, Oui, vraiment, votre futur ce soir même elle vous attend, ma chère créature. aura-t-elle aux jolis yeux, charme exquis de ce corsage, ce teint si blanc, si merveilleux, et la fraîcheur de ce visage? Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien. Quittez cet air ironique, croyez-moi, chère Véronique. Je vous crois, monsieur Florestan. Je vous crois, mais en attendant, poussez, poussez l'escarpolette, poussez pour bien annoncer, si ça me tourne un peu la tête, tant pis, j'ai vu commencer. Poussons l'escarpolette, Poussez pour bien annoncer, si ça me tourne la tête, tant pis, j'ai peur commencer. j'espère menacer. Allons, soyez plus sérieuse. Voilà plus grave que vous. Pourquoi vous montrez si moqueuse lorsque je suis à vos genoux? Mais je pense à votre futur, puis-je vous voler son époux? Ma future, Oui, vraiment, votre futur, elle m'occupe énormément, ma chère créature. aura-t-elle votre Kitty et votre grâce enchanteresse, l'éclat de ce rire argenté, enfin cette fleur de jeunesse? Peut-être bien, voyez-vous, ne jurons de rien. Non, non, pour moi la femme unique, c'est vous, c'est toi, c'est Véronique. Je vous crois, monsieur Florestan. Je vous crois, mais en attendant, poussez, poussez l'escarpolette, poussez pour mieux
Des gens, 3 heures sont sonnées, vite ma canne et mon chapeau. Après une telle journée, il faut prendre un peu de repos. Alors chez les petites amies, j'essaie par tous les moyens, j'essaie jusqu'à 6h30 de devenir bien parisien. Toujours par dévouement pour mon gouvernement, je voltige à la ronde, de la brune à la blonde. Manon, Lison, Ninon, ce Jean-Franche Antoinon, c'est tout un demi-monde où jamais non l'on alors ayant servi toute la nuit mon pays, je m'endors l'âme contente dès l'heure où le coq chante et rêve de choses folles, de femmes au cœur constant, de diplomates amis et d'éternels printemps. Conclusion. Les divas et les divettes sont-elles toujours dans les théâtres? En parcourant l'histoire des divas et des divettes, nous avons exploré un univers où la voix, le talent et la personnalité ont captivé des générations entières. Ces figures, qu'elles soient issues de l'opéra ou du musical, ont toujours su attirer les foules et laissent une empreinte indélébile dans le cœur du public, n'est-ce pas? Cependant, aujourd'hui, le terme diva a évolué. Si autrefois il était exclusivement réservé aux cantatrices lyriques, incarnant une perfection artistique quasi divine, il s'est progressivement élargi pour inclure des figures du théâtre, du cinéma et même de la variété internationale. Le terme de divette, quant à lui, a disparu pour toujours. Et même si les divettes existent encore, à l'Odéon par exemple, Laurence Jeannot est une divette, n'est-ce pas? Personne n'est appelé ainsi, autrement que pour juger de façon dépréciative la chanteuse. C'est une divette. Avec l'émergence du cinéma, le mot est devenu synonyme de vedette, avant de céder peu à peu la place au terme plus générique de star. Voilà, c'est une star. Dans la musique populaire actuelle, des chanteuses comme Céline Dion. Oui, c'est superbe. Mariah Carey. All I want a phone for Christmas, this is one. Beyoncé. Womanizer. Incarne une nouvelle idée de la diva. Ces artistes modernes sont célébrés pour leur voix, leur charisme, leur impact culturel, leur rayonnement médiatique et leur intérêt financier. C'est la vie. Pour clore cette conférence sur une note d'exquise beauté, nous vous proposons un bis. Voilà, un bis, le duo Heure exquise de Franz Léard, toujours la veuve joyeuse. Un ultime hommage à toutes celles, à toutes ces figures fascinantes qui continuent d'inspirer des artistes tels que nous et un public tel que vous à travers le monde. Merci à vous et que la magie des divas et divettes continue de résonner en chacun de nous pour ces joyeuses fêtes.
Merci infiniment, messieurs, dames. Nous voulions remercier toute l'équipe de la Alcazar et ainsi que Laurence et Valérie qui nous ont accueillis avec beaucoup de générosité à chaque fois. Un grand merci au régisseur qui nous a permis de faire ce concert. Un grand merci à vous. Vous avez dû voir à la rentrée un petit document qui est celui-ci. Le dictionnaire, voilà, Marseillaise, le dictionnaire, va être réédité pour sa 3e réédition. C'est un ouvrage remarquable qui est fait par 4 historiennes de Marseille. Donc, si vous voulez acheter en préachat le dictionnaire afin que l'histoire des Marseillaises de Marseille arrive jusqu'à chez vous, n'hésitez pas. Il y a des bons à la sortie. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Un grand merci. Et puis, bien évidemment, nous appartenons à la structure qui s'appelle l'Intime Opéra, qui a un site internet, une page Facebook, une page Instagram. Donc, si vous voulez suivre nos actualités, n'hésitez pas. Encore un très, très grand merci.